Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot et vous écoutez un nouvel épisode de l'émission La Ville en Pratique. C'est l'heure d'une petite revue de presse de l'été, il fait bien chaud que ce soit en France ou à Taïwan. Alors on va parler de plusieurs choses, on va évoquer un article qui va nous parler de la vie avec l'eau, la sagesse et la résilience, c'est comme ça que l'article est nommé dans Taïwan Panorama. On va aussi parler de l'île de Jinmen, vous savez ces îles au large de la Chine, avec un article de Future City qui se demande comment ces îles peuvent passer de secteur touristique en intégrant des faibles émissions de carbone. Et puis on va évoquer quelques brèves qui ont été publiées dans Focus Taiwan, c'est la version anglaise de CNA, elles sont aussi disponibles sur l'agence centrale de presse taïwanaise. On va parler de la suspension, un gros problème de rond-point à Taipei. On va aussi parler des amendes qui concernent les conducteurs qui heurtent des piétons. Et on va aussi parler des magasins de proximité qui sont potentiellement utilisés comme centre, des abris anti-aériens. C'est pas vrai du tout, en tout cas c'est un débunkage de Focus Taiwan. On va commencer sur un dossier qui était celui du dossier de Taïwan Panorama en mai. La place que prend la ressource en eau dans les villes taïwanaises, et notamment autour des fleuves. Taïwan est une île, vous le savez, volcanique, principalement sans compter les îles satellites, mais l'île principale de Taïwan est une île qui est constamment en déficit d'eau, c'est pour ça qu'il y a des grands réservoirs un peu partout, mais ça n'empêche pas que les villes se sont développées généralement en lien très étroit avec l'eau, les grands fleuves d'ailleurs très emblématiques qu'on peut retrouver un petit peu partout à Taïwan. Taïwan Panorama veut mettre ça en avant en disant que l'eau n'est pas seulement une ressource naturelle, mais que c'est aussi un bien culturel, que ça a créé une culture populaire qui est ancrée au sein de la société taïwanaise, on peut s'en rendre compte que ce soit en visitant les rivières, les étangs ou encore sur le littoral. On découvre que les espaces à proximité de l'eau sont gorgés de croyances traditionnelles, de souvenirs de vie, mais également ça a permis de forger l'apparence des villes modernes et le fondement des paysages culturels qu'on trouve aujourd'hui à Taïwan. Plusieurs exemples ont été mis en avant dans les articles qui sont dans le mois de mai de Taïwan Panorama. On prend les exemples du quai de Dadaocheng au bord de la rivière Danshui à Taipei, qui va associer un marché avec des lignes de ferry qui relient ainsi une histoire et de la modernité à Tainan, dans le parc The Spring, conçu par des architectes néerlandais. On a transformé le site d'un ancien centre commercial en lagune récréative, et donc qui vient restaurer la nature à la place d'une ancienne friche commerciale. C'était fait par MVRDV si je ne me trompe pas. Après, si on prend d'autres exemples à Ilan, dans l'éco-parc de la rivière Dongshan, il a fallu 25 ans de travaux pour transformer des rizières en un parc boisé, etc., etc. Donc Taïwan veut mettre en avant les efforts qui sont mis au sein des villes, des grandes super-municipalités, pour renforcer la place de l'eau, en tout cas de la meilleure prise en compte de la ressource en eau, aussi pour donc ces aspects environnementaux, de santé publique, mais aussi pour les aspects culturels. Ça, c'est un des gros enjeux dans le magazine Taïwan Panorama au mois de mai. Et parmi les articles qu'on peut citer de ce mensuel, on va en prendre un au hasard. De l'eau partout, la ville d'eau de Taipei. Un article reprend un livre, Shuecheng Taipei, la ville d'eau de Taipei, de l'auteur Xu Guozhi, qui décrit la densité des cours d'eau et l'omniprésence des rizières humides et des cours d'eau à Taipei dans les années 70. Un exemple tiré du livre, c'est que l'auteur précise que les femmes faisaient la lessive au bord des ruisseaux, omniprésents. En déplacement, les gens longeaient les rivières ou les canaux et devaient souvent traverser des ponts. Et certains pouvaient même ouvrir leurs portes et apercevoir les ponts qu'ils devaient enjamber chaque jour dès qu'on sortait de son domicile. Et qu'avec le développement urbain, beaucoup de cours d'eau ont été recouverts. Donc il faut savoir qu'il y a pas mal de quartiers de Taipei où en fait sous les routes, où certains, il y avait des cours d'eau et des canaux qui ont été recouverts. C'est pas uniquement à Taipei, on trouve ça dans plein de villes, mais à Taipei c'est quelque chose auquel on pense parfois pas du tout, mais c'est toujours possible quand même d'essayer d'explorer ces aspects culturels liés à l'eau, puisqu'aujourd'hui il y a pas mal de choses qui sont essayées de remises en avant par des groupes sociaux et culturels un petit peu partout dans certains quartiers. Et puis on a une des plus belles expressions pour le magazine Taïwan Panorama du lien entre l'eau
et les habitants des villes taïwanaises lors du festival des bateaux dragons qui ont lieu dans différentes zones humides et sur des canaux où on a ces équipes de Taïwanais qui rament à l'unisson sur des bateaux avec une tête de dragon à l'avant. Et voilà, c'est un grand événement culturel qui montre pour les auteurs à quel point l'eau est important pour les Taïwanais. Je trouvais que c'était intéressant d'insister un petit peu là-dessus sur une revue de presse sur la ville et l'architecture. Un autre article, on continue, là, une question aussi que je trouve très intéressante qui est posée par le magazine Future City. Comment Jinmen, qui est devenue une île touristique, autrefois une île très militaire, eh bien comment elle se transforme en une île à faible émission de carbone, avec un aménagement qui doit envisager une réflexion durable pour aussi intégrer les modes de vie des populations insulaires. C'est très intéressant d'étudier Jinmen, je trouve, sous cet angle-là, puisque quand on connaît l'histoire de cet archipel, en tout cas de ce coin de Taïwan qui est au large de la Chine, ou que ce soit encore les îles Matsu qui se trouvent un petit peu plus au nord, eh bien on a une histoire très militaire, très marquée par ça, et aujourd'hui ces îles sont très touristiques. Elles ont été revues aussi dans le tourisme, vues pendant la période de Covid où les Taïwanais ne pouvaient très peu voyager, ils ont redécouvert ces îles-là. Et bien aujourd'hui, voilà, on se pose la question non plus de comment on passe d'une vie militaire à une vie plutôt culturelle et touristique, mais non, on se demande comment avoir un mode de vie durable dans ces îles-là. Donc je trouve ça intéressant aussi comme développement et comme avenir et comme réflexion sur l'aménagement de ces villes. Et sans trop rentrer dans le détail, quelques exemples de l'article qui nous parlent d'un plan décennal pour une île bas carbone qui avait posé les bases de la transformation de Jinmen. Ce plan décennal pour une île bas carbone avait été piloté par l'administration de la protection, le bureau de l'environnement du Yuan exécutif, et aujourd'hui le ministère de l'Environnement, et qui a été donc divisé en 2 phases, de 2013 à 2022. Et le plan avait, pour les auteurs de l'article, non seulement permis de renforcer les capacités de réduction des émissions de carbone à Jinmen, mais également sensibiliser les habitants aux économies d'énergie, à la réduction des émissions de carbone, et donc à jeter des bases solides pour la réduction des gaz à effet de serre à Jinmen. Et en 2023, ce plan de mise en œuvre de réduction des gaz à effet de serre, un plan là-dessus a pris le relais et donc vient poursuivre les efforts engagés pour contribuer, comme tout le reste de Taïwan, à un objectif de zéro émission nette d'ici 2050, l'un des objectifs affichés par Taïwan plus largement. Et l'article cite aussi les économies d'énergie et la réduction des émissions de carbone qui ne se sont pas faits à huis clos, en insistant sur le fait que l'approvisionnement en électricité de Jinmen a toujours reposé principalement sur une centrale, celle de Tashan. Et depuis la mise en service des 9e et 10e unités en 2020, il n'y a jamais eu de panne de courant due à une pénurie d'électricité. Et insiste aussi sur la production d'énergie verte avec l'installation de panneaux solaires sur les toits des bâtiments publics, des parkings, des décharges, des parkings scolaires, les stades, etc. Et pour renforcer justement un petit peu toute cette production autonome, on va dire, sur l'île de Jinmen pour atteindre des records historiques. Et donc c'est intéressant de voir qu'il y a des îles comme ça qui sont peut-être un petit peu décrochées de Taïwan, mais en tout cas s'engagent, même s'il reste beaucoup d'efforts à faire, vers une transition écologique. Je pense que c'est intéressant de le noter. On va faire quelques brefs pour terminer cette revue de presse. Déjà, quelque chose d'assez intriguant et très intéressant qu'on pouvait lire dans CNA, l'agence centrale de presse taïwanaise, mais aussi dans Focus Taiwan, la version anglophone. Taïwan dément que les commerces de proximité, vous savez, les 7-Eleven ou les Family Mart, ne serviront pas de plateforme, en tout cas d'abri, en cas de guerre. Voilà, la présidence taïwanaise a démenti récemment des informations qui suggérait que le gouvernement envisageait d'utiliser des dizaines de milliers de ces commerces de proximité comme des plateformes de guerre en cas de conflit entre les deux rives du détroit. C'est un article du journal britannique The Guardian qui rapportait que si les lignes ferroviaires étaient fermées, l'espace aérien fermé au trafic commercial et les services internet et téléphoniques perturbés lors d'une invasion, les Taïwanais pourraient solliciter l'aide des chaînes de commerce de proximité locale pour se réfugier ou s'alimenter. Si tout cela se produisait, les Taïwanais pourraient se rendre à pied dans l'une des plus de 13 000 épiceries de proximité. C'est ce qu'a indiqué un rapport cité par The Guardian, citant 4 sources anonymes. Ça a été démenti par le gouvernement.
Même si c'est un petit peu plus compliqué, en réponse au rapport, la porte-parole du bureau présidentiel, Karen Guo, avait déclaré que l'idée était de transformer les distributeurs, en tout cas ces lieux, en centres d'urgence, et que ça avait bien été évoqué par des représentants du secteur de la distribution lors de plusieurs réunions de certains comités de résilience et de défense, mais que ces représentants ont expliqué comment ils avaient pu soutenir la population après le tremblement de terre de 99 qui avait frappé le centre de Taïwan. Mais le gouvernement indique que ces informations ont été utiles au gouvernement, mais que l'administration du nouveau président William Lai n'a pas encore commencé à mettre en œuvre ces plans mentionnés dans le rapport et dans d'autres articles de presse, et donc quelque part dément que les choses sont déjà lancées pour préparer ce genre d'opportunités. En tout cas, ça veut bien dire qu'il existe tout de même des discussions entre le sommet de l'État et les grands industriels, ce qui n'est pas quelque chose de très inquiétant. Au contraire, c'est plutôt rassurant d'apprendre que le secteur privé et le secteur public se préparent à toute forme d'éventualité. Les conducteurs qui heurtent des piétons risquent des amendes plus élevées. C'est ce qu'a indiqué le ministère des Transports il y a quelques semaines. Effectivement, après une série de nouveaux accidents, dont certains mortels concernant des piétons, et donc avec des accidents percutés par des divers véhicules à Taïwan, eh bien, la pression était sur le gouvernement de la part d'associations, mais aussi de représentants de la société civile, qui se plaignent justement de la sécurité sur les routes à Taïwan. Une amende pour des blessures causées par des automobilistes sur des piétons pour des blessures légères était une proposition, et de fait de passer l'amende d'environ $250 américains à près de 500, et en cas de blessure grave de passer de 500 à 1000. Alors ça c'est une prévision et une amende pour inciter les automobilistes taper dans le portefeuille et faire peur justement pour imposer peut-être une meilleure vigilance, même si ça ne semble généralement pas suffisant l'amende, même si souvent une loi et un mode de fonctionnement sur la route à Taïwan est généralement pointé du doigt. Comme le précise Focus Taïwan, c'est qu'à Taïwan, contrairement à de nombreux autres pays développés, où le taux de mortalité des piétons par habitant est plus faible, eh bien les conducteurs peuvent traverser les passages piétons aux intersections lorsqu'ils tournent à droite, même lorsque les piétons ont le feu vert. Bon, ça se fait dans beaucoup, mais en tout cas, voilà, l'idée c'est d'insister sur cette cohabitation entre piétons et voitures, et donc imposer un peu peut-être une plus grande vigilance de la part des automobilistes. Les débats continuent autour du rond-point de Gongguan à Taipei. Il y avait un projet annoncé en mars par le maire de Taipei, Chang Wan-han, qui visait à supprimer un rond-point à l'intersection de la Roosevelt Road et de la rue Jilong, ainsi qu'un passage souterrain pour bus dans le quartier de Gongguan. Tout ça a été suspendu après que des conseillers municipaux ont demandé une meilleure communication avec le public. C'est un rond-point très accidentogène à Taipei, c'est l'un des plus gros ronds-points de la capitale, avec un trafic très intense. Il y a des gros débats sur son aménagement. Il y a des représentants de la société civile et d'associations d'usagers qui demandent un rond-point moderne, tandis que l'administration du gouvernement de Taipei envisage plutôt un carrefour. Et donc il y a des gros débats sur comment on aménage ce rond-point. C'est assez intéressant de voir que c'est un vrai débat. Et ce qui est vraiment au cœur des échanges, c'est la conception de ce rond-point qui augmenterait le risque d'accident. Le magazine Taiwan The Reporter, qui est un excellent magazine d'investigation indépendant, qui a fait aussi un article sur ce sujet du rond-point de la Discord, cite qu'entre 2018 et 2024, il y a eu près de 1717 accidents de circulation à ce rond-point de Gongguan, dont 482 ont fait des victimes. C'est énorme, c'est près de 30%. Et donc ça fait, quand on rapporte au ratio, un accident tous les 1 jour et demi et une personne blessée dans ce rond-point tous les 5 jours en moyenne. Donc c'est quand même assez énorme, et on comprend l'enjeu qu'il y a derrière tout ça. Et donc là, l'idée pour le gouvernement, c'est peut-être d'arrêter les travaux qui étaient en cours pour éviter de se tromper et d'engager des travaux pour faire encore plus, d'investir énormément, et finalement de ne pas avoir un aménagement concluant à la fin, mais peut-être de prendre un petit peu de recul et d'essayer de discuter avec les forces d'opposition, mais aussi les associations d'usagers et des experts pour réfléchir au mieux à comment aménager ce rond-point pour éviter de reproduire les erreurs qui ont été faites dans le passé quand les aménagements ont été faits de manière successive. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission. C'était Clément Tricot, vous écoutiez La Ville en pratique. Moi je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres émissions, et surtout, portez-vous bien.